5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. On nous pose beaucoup la question des soins dentaires. Et alors, il y a deux types de personnes qui nous posent la question des soins dentaires. Il y a ceux qui ont besoin de soins dentaires, et puis il y a les dentistes. Alors, il y en a qui se demandent, si je vais chez le dentiste, est-ce que je peux attraper le Covid? Et les dentistes, ils se disent, est-ce que je suis suffisamment bien protégé? Parce qu'évidemment, on a dit que le Covid se transmettait par la salive, les projections, donc ils sont inquiets. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à ces deux-là? Alors, aux patients, aux futurs patients, on dit plusieurs choses. La première chose, c'est que si vous avez des signes, n'importe lequel, qui vous fait penser que vous êtes malade, n'allez pas chez le dentiste. Et si vous avez été en contact avec quelqu'un dont vous croyez qu'il a le Covid-19, vous attendez 2 semaines sans contact chez le dentiste. Dommage d'amener le dentiste dans un cabinet médical, quel qu'il soit. Une fois sur place, vous allez en fait vous confier à cette personne. C'est à lui de prendre les précautions, à la fois pour ne pas vous contaminer et pour ne pas être contaminé. Donc, un cabinet dentaire, c'est un cabinet de soins. Et donc, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, les dentistes et leurs assistants, il serait quand même très souhaitable, au même titre qu'un hôpital ou une clinique, qui soient dépistés. On nous parle beaucoup du dépistage des acteurs du soin. Eh bien, un cabinet dentaire, ça doit être dépisté. La secrétaire du chirurgien dentiste. Deuxième chose, c'est que bien entendu, ce qui vaut pour vous vaut pour lui. C'est-à-dire que si le dentiste il a des signes, s'il tousse, si sa secrétaire tousse, ils doivent immédiatement être écartés. Tous les acteurs du soin d'un cabinet dentaire doivent se protéger et protéger les patients. Donc, ils doivent porter des masques, et je pense qu'ils vont porter des masques de type chirurgical. Toutes les surfaces doivent être nettoyées entre chaque patient, ce qui veut dire qu'on doit prendre le temps entre chaque patient de nettoyer ses surfaces. Ça veut dire aussi, dans le nettoyage des surfaces, qu'on change les tissus en papier qu'on met, par exemple, là où vous allongez. Et évidemment, les gobelets, mais ça, ils le faisaient avant. Ça veut dire aussi que tout le matériel doit être un matériel à usage unique. Et ça veut dire aussi que la secrétaire et le chirurgien dentiste et tous les assistants nettoient leurs mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique. Si on applique l'ensemble de ces mesures, qu'on ne fait évidemment pas croiser de patients, là encore, il n'y a pas une salle d'attente avec 3, 4 patients, ça, c'est pas possible. Alors, on travaillera dans, à mon avis, de très bonnes conditions et je pense qu'alors, le risque de contamination est très faible dans les deux sens. Je crois que l'ordre des dentistes recommande aussi le port de visière parce qu'il y a beaucoup de sprays quand on fait des soins dentaires avec le matériel rotatif. Et je crois que l'ordre commande donc une protection totale de la tête. Alors, je l'ai oublié, c'est absolument capital, ce que vous venez de dire. D'ailleurs, ça ne va pas valoir que pour le chirurgien dentiste, mais en particulier pour lui, parce que comme vous l'avez souligné, on a tous noté que quand on passe une fraise, eh bien, ça part de partout. Et donc, bien entendu qu'il faut qu'ils aient une visière. Et d'ailleurs, vous voulez que je vous dise, on va changer nos habitudes pour longtemps. Et je trouverais assez logique dans les années qui viennent et pour toujours que dans ce type de soins, aujourd'hui c'est le coronavirus, demain ce sera autre chose. Le chirurgien dentiste ne doit pas recevoir dans la figure, dans les yeux, des débris qui sont porteurs de virus et de bactéries. Tout à fait d'accord. On change de sujet maintenant. Le plasma, porteur de beaucoup d'espoir, parce qu'on a bien compris, le vaccin, ça sera beaucoup plus long, mais le plasma, c'est une possibilité thérapeutique à plus court terme. Alors on en est où sur le plasma? Alors absolument, l'idée est simple. Vous avez un patient qui a eu le Covid-19, il a fait des anticorps qui tuent le virus. Eh bien, c'est simple, on va récupérer son sang, on va isoler les anticorps, je vous le fais simple, et puis ensuite, on va prendre ces anticorps et on va les injecter chez un patient qui a le Covid-19 pour tuer le virus de ce nouveau patient. Donc, c'est connu, c'est déjà utilisé pour d'autres maladies. Et à l'heure actuelle, on a une petite étude qui, sur des patients graves, a effectivement permis d'observer une amélioration de la situation. Attention, c'est une étude où il n'y a pas de groupe contrôle. On n'a pas fait plasma contre autre chose. Donc, ça veut dire que j'ai un peu de mal à juger si cette amélioration elle est liée au plasma. La deuxième limite, c'est qu'évidemment, on ne va pas pouvoir le faire à grande échelle. Un vaccin, ça peut être fait à grande échelle. Certainement pas du plasma qui va être fait que dans des situations graves. Donc, une voie qui est en cours d'exploration, une voie qui est prometteuse et une voie qui, sans doute, sera réservée à des patients graves. Voilà, et donc il faut continuer à donner son sang, ça c'est très important. À ça, mais pas que pour ça, parce qu'on a besoin de sang pour tous les autres patients. En ce moment, on a un problème de don de sang. Ça a un avantage pour ceux qui viennent, on les dépiste au passage, pour ceux qui ça intéresse.
mais surtout, on a besoin de dons de sang, et plus encore maintenant, parce qu'on va reprendre l'ensemble des activités médicales. On a besoin de vous, là. Voilà, continuez à donner votre sang et continuez à nous poser vos questions. À très bientôt.